Tu n'es plus rien, Amélie. Tu entends? Rien. Maintenant, sors de ma maison. Ces mots, froids et tranchants comme une lame de rasoir, n'ont pas été prononcés par un ennemi, mais par son propre frère, Bastien, le jour même où ils venaient d'enterrer leur père. L'encre sur le certificat de décès était à peine sèche et le monde d'Amélie Dubois venait de s'effondrer pour la deuxième fois en moins de 24 heures. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous apporter ces récits. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Merci infiniment. Maintenant, revenons à ce bureau glacial où une vie a basculé. Tout avait commencé quelques heures plus tôt dans le luxueux bureau du notaire de la famille, Maître Lefebvre, au cœur de Lyon. L'air était lourd, chargé du parfum des fleurs de deuil et d'une tristesse palpable. Amélie, 23 ans, était assise sur une chaise en cuir, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Elle portait une simple robe noire, son visage pâle et ses yeux rougis par les larmes témoignaient de la douleur immense de la perte de son père, Philippe Dubois, un vigneron respecté et aimé de toute la région. À côté d'elle, son frère aîné, Bastien, 30 ans, était l'image même du contrôle. Son costume sur mesure était impeccable, sa mâchoire serrée et son regard ne trahissait aucune émotion, si ce n'est une impatience glaciale. Il n'avait pas versé une seule larme lors de la cérémonie, se contentant de serrer des mains et d'accepter les condoléances avec une dignité presque théâtrale. La famille et quelques proches étaient réunis, s'attendant à une lecture de testament simple et équitable. Philippe avait toujours prêché l'unité et l'amour entre ses deux enfants. Amélie se souvenait encore de ses paroles. « Le domaine du bois, c'est votre héritage commun. Prenez-en soin ensemble. » Elle s'attendait à ce que la fortune et l'entreprise viticole, fruit du travail de 3 générations, soient divisées en 2 parts égales. C'était la logique même, la justice la plus élémentaire. Mais la logique et la justice avaient quitté la pièce au moment où Maître Lefebvre s'est raclé la gorge, tenant entre ses mains un document qui semblait étrangement récent. « J'ai ici, a-t-il commencé d'une voix neutre, un testament de dernière minute signé par M. Philippe Dubois il y a 3 semaines à peine. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Amélie a froncé les sourcils, un mauvais pressentiment commençant à s'installer dans son cœur. Le notaire a poursuivi sa lecture et chaque mot était un coup de poignard pour Amélie. Le document annulait toutes les versions précédentes et stipulait, sans la moindre ambiguïté, que l'intégralité du patrimoine familial, le domaine viticole, les comptes en banque, les propriétés, absolument tout, était légué à son fils unique, Bastien Dubois. La raison invoquée était vague et cruelle. En raison des choix de vie irresponsables de ma fille et pour assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Amélie a senti le sol se dérober sous ses pieds. Irresponsable? Elle, qui avait passé les 2 dernières années au chevet de son père malade, sacrifiant ses études et sa jeunesse pour prendre soin de lui pendant que Bastien voyageait pour des réunions d'affaires à Dubaï, pendant qu'elle, Amélie, lui tenait la main à travers les longues nuits de fièvre et de douleur. Le mot « irresponsable » était un mensonge si énorme, si cruel qu'il lui a volé son souffle. Elle a levé les yeux vers Bastien, cherchant une trace de remords, une explication, mais n'a trouvé qu'un triomphe froid et calculateur. Il a évité son regard, se concentrant sur le notaire comme si sa sœur n'existait déjà plus. La voix de Maître Lefebvre a continué, détaillant les actifs, les chiffres, chaque mot creusant un peu plus le fossé entre le frère et la sœur, entre une vie de luxe et une vie de néant. Quand la lecture s'est achevée, un silence choqué a rempli la pièce. Personne n'osait bouger, c'est Bastien qui l'a brisé. Il s'est levé, a ajusté sa cravate et a dit d'une voix forte, s'adressant à l'Assemblée. « Mon père a pris une décision difficile mais sage. Je m'assurerai de faire honneur à sa mémoire et de protéger l'entreprise. » Puis, son regard s'est enfin posé sur Amélie et il était dépourvu de toute chaleur. « Amélie, nous devons parler. » Il l'a conduite hors du bureau, dans le couloir de marbre où leurs pas résonnaient sinistrement. Loin des regards indiscrets, le masque de Bastien est tombé. « C'est comme ça, » a-t-il sifflé, le visage déformé par une haine qu'elle n'avait jamais vue. « Papa a enfin compris que tu n'étais qu'un poids mort. Tu as eu 2 ans pour profiter de sa maladie, maintenant c'est terminé. » Les larmes ont jailli des yeux d'Amélie. « Comment peux-tu dire ça? »« Je l'ai soigné, Bastien. Où étais-tu? » Son rire a été court et sec. « J'assurais l'avenir, petite sœur. Pendant que tu jouais à l'infirmière, je concluais des marchés. Maintenant, l'entreprise est à moi.
La maison est à moi. Il a sorti de sa poche un billet de 100 € froissé et le lui a jeté au visage. Tiens, c'est plus que ce que tu mérites. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti avant ce soir. Avant qu'elle ne puisse répondre, 2 agences de sécurité, qu'il avait manifestement engagées à l'avance, se sont approchés d'elle. Leur visage était impassible. L'humiliation était totale, publique et orchestrée avec une précision chirurgicale. Elle a été escortée comme une criminelle hors du domaine qu'il avait vu naître, sous les regards détournés de ses oncles, tantes et cousins, tous trop lâches ou trop intéressés pour intervenir. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de douleur et de confusion. Amélie a trouvé refuge dans un petit hôtel miteux du quartier de la Guillotière, un monde à des années-lumière des avenues chics de son enfance. Chaque tentative de contacter des membres de sa famille se soldait par un échec. Les appels allaient directement sur la messagerie vocale. Les messages WhatsApp restaient sans réponse, marqués de 2 coches grises qui symbolisaient son nouvel état de paria. Bastien avait été efficace. Il avait tissé sa toile de mensonges, la dépeignant comme une profiteuse ingrate qui avait tenté de manipuler leur père mourant. Pendant ce temps, sur Instagram, sa vie de nouveau patriarche s'étalait sans pudeur. Des stories le montraient ayant sabrante le champagne sur la terrasse du domaine avec la légende « À un nouveau départ, pour l'honneur de la famille ». Chaque photo était une nouvelle insulte, une nouvelle pelle de terre jetée sur le souvenir de leur père et sur la dignité d'Amélie. Le coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard, sous la forme d'une notification de son application bancaire. Votre compte a été gelé sur ordre du nouveau titulaire légal. Bastien avait coupé son dernier lien avec son ancienne vie. Elle était seule, sans argent et brisée. Alors qu'elle était assise dans un modeste café, remuant une tasse de café froid qu'elle ne pouvait plus se permettre, une silhouette familière s'est approchée de sa table. C'était Jean-Pierre, le régisseur du domaine depuis plus de 30 ans, un homme au visage buriné par le soleil et à la loyauté sans faille envers son père. Il avait l'air nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule. « Mademoiselle Amélie, » a-t-il murmuré, « je n'ai que quelques minutes. » Il a glissé une enveloppe épaisse sur la table. « Prenez ça. C'est de ma part. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous aidera. » Amélie a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas accepter, Jean-Pierre. » Il a posé sa main calleuse sur la sienne. « Vous devez. Écoutez-moi bien. Votre père n'était pas un idiot, et il vous aimait plus que sa propre vie. Ce testament, ça ne lui ressemble pas. » La signature était tremblante, différente. Le cœur d'Amélie s'est mis à battre plus vite. « Qu'est-ce que vous voulez dire? » a-t-elle demandé. Jean-Pierre a hésité. « Je ne sais pas, mais votre père, il était méfiant ces derniers temps. Il parlait de protéger votre avenir. Il a loué un petit bureau en ville, dans le Vieux-Lyon. Personne ne le sait, même pas Bastien. Il disait que c'était son refuge pour penser. » Jean-Pierre a sorti une vieille clé en laiton de sa poche et l'a pressée dans la paume d'Amélie, avec une adresse écrite sur un bout de papier. « Allez-y, peut-être que vous y trouverez quelque chose. Une explication. Je dois partir avant que quelqu'un ne me voie. Soyez prudente, mademoiselle. Votre frère est devenu un homme que je ne reconnais plus. » Et il a disparu aussi vite qu'il était apparu, la laissant avec une enveloppe contenant quelques centaines d'euros, une clé mystérieuse et la première lueur d'espoir qu'elle avait ressentie depuis des jours. Poussée par une nouvelle énergie, mélange de désespoir et de curiosité, elle a trouvé l'adresse. C'était un vieil immeuble discret dont la porte d'entrée grinçait. Le bureau était au dernier étage, une petite pièce poussiéreuse qui sentait le papier et le cuir. Il n'y avait presque rien. Un bureau, une chaise et une petite bibliothèque. Amélie a commencé à chercher sans trop savoir quoi. Elle a ouvert les tiroirs du bureau. Le premier était vide. Le deuxième contenait de vieux documents comptables. Mais dans le troisième, sous une pile de carnets, elle a trouvé une boîte à chaussures. Avec des mains tremblantes, elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur, parmi des photos d'elle enfant et quelques lettres, se trouvait une tablette numérique, un vieil iPad que son père utilisait rarement. Elle a appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé, demandant un mot de passe. Elle a tout essayé. Sa date de naissance, celle de sa mère, le nom du domaine, le nom du chien de son enfance. Rien. Chaque tentative infructueuse augmentait sa frustration. Elle était sur le point d'abandonner, les larmes de rage montant à nouveau, quand elle a remarqué un petit post-it collé au dos de l'appareil, presque invisible. L'écriture de son père était là, un peu faible, mais reconnaissable. Il n'y avait que 3 mots.
Notre premier chef-d'œuvre. Son souffle s'est coupé. Elle a fermé les yeux, se remémorant un après-midi ensoleillé, des années auparavant, quand son père lui avait permis de créer sa propre petite cuvée de vin. Il l'avait appelé, en riant, le sourire d'Amélie. Avec un cœur battant à tout rompre, elle a tapé les lettres. L'écran s'est déverrouillé. Il n'y avait qu'une seule icône au centre, un fichier vidéo. Le titre du fichier a fait courir un frisson le long de sa colonne vertébrale. Ma véritable volonté. Ce qu'Amélie s'apprêtait à voir sur cet écran n'allait pas seulement lui rendre justice. Cela allait déclencher une tempête qui détruirait tout sur son passage. Le doigt d'Amélie tremblait au-dessus de l'icône de lecture. Une partie d'elle avait peur de ce qu'elle allait découvrir, peur que cette dernière lueur d'espoir ne soit qu'une illusion. Prenant une profonde inspiration, elle a appuyé. Le visage de son père est apparu sur l'écran. Il était plus mince, plus fatigué que dans ses souvenirs, assis au même bureau où elle se trouvait maintenant, mais ses yeux brillaient d'une clarté et d'une détermination féroce. Il a regardé droit dans la caméra, comme s'il la regardait, elle, Amélie, à travers le temps et l'espace. « Ma chérie, a-t-il commencé, sa voix rauque mais ferme, si tu regardes ceci, cela signifie que le pire est arrivé. Cela signifie que ton frère a choisi la cupidité plutôt que la famille. » Les larmes ont coulé sur les joues d'Amélie, tandis qu'elle écoutait son père révéler la vérité. Il a expliqué comment Bastien, voyant sa santé décliner, avait commencé à le manipuler, à l'isoler, à lui présenter des documents financiers alarmistes et falsifiés, le convainquant que seule une gestion unique et forte pourrait sauver l'entreprise de la faillite. Il a parlé de la pression psychologique, des menaces voilées de le placer dans une maison de retraite s'il ne coopérait pas. « Il a mis un stylo dans ma main, Amélie, » a dit son père, la voix brisée. « Ma main tremblait tellement, je n'avais plus la force de me battre. J'ai signé son document, ce faux testament. Mais je n'ai pas abandonné. Pas toi. » La vidéo a continué et le choc d'Amélie s'est transformé en une compréhension glaciale. Son père, avec une prévoyance qu'elle ne lui avait jamais soupçonnée, a détaillé son plan. « Dans la doublure de mon vieux manteau de chasse, celui que tu détestais tant, tu trouveras des documents, a-t-il expliqué. Les originaux des relevés bancaires qui montrent les dettes de jeu de Bastien. Des preuves des transferts d'argent qu'il a effectués depuis les comptes de l'entreprise vers ses comptes personnels à l'étranger. Il siphonnait notre héritage bien avant ma mort. » Il a fait une pause, le souffle court. « Ne fais confiance à personne, Amélie, sauf à Jean-Pierre. C'est un homme bon. Il a été mes yeux et mes oreilles quand je ne pouvais plus quitter cette maison. Il t'aidera. » La vidéo s'est terminée par un message qui a brisé et reconstruit le cœur d'Amélie en même temps. « Ne pleure pas pour moi, ma lumière. Batte-toi. Reprends ce qui t'appartient. Fais-le pour moi, fais-le pour notre nom. Je t'aime. » L'écran est devenu noir. Le silence dans le petit bureau était assourdissant. Les larmes d'Amélie se sont taries, remplacées par une flamme froide et dure qui a commencé à brûler dans sa poitrine. Le deuil, lui, était toujours là, mais il était maintenant accompagné d'une nouvelle émotion, une rage pure et déterminée. Sa première action a été de sécuriser la preuve. Utilisant la connexion Internet précaire du bureau, elle a transféré le fichier vidéo sur un service de stockage en ligne sécurisé, puis sur une clé USB qu'elle a cachée dans la doublure de son sac. Elle a ensuite effacé le fichier de la tablette, ne laissant aucune trace. La survie n'était plus son objectif. La justice l'était. Le lendemain, elle a contacté Jean-Pierre. Ils se sont retrouvés dans un parc discret, loin du domaine. Elle n'a pas eu besoin de longs discours. Elle lui a simplement montré les 30 premières secondes de la vidéo sur son téléphone. Le visage du vieil homme s'est décomposé, passant de la tristesse à une colère sourde. Le monstre a-t-il sifflé entre ses dents? Je savais que quelque chose n'allait pas. À partir de ce jour, Jean-Pierre est devenu son allié le plus précieux, ses yeux et ses oreilles à l'intérieur de la forteresse qui était devenue son ancien foyer. Il était le seul pont qui lui restait vers la vérité. Pendant que Bastien continuait de jouer son rôle de jeune PDG brillant, Amélie, depuis sa chambre d'hôtel anonyme, a commencé sa guerre silencieuse. Chaque jour, elle passait des heures à documenter la nouvelle vie de son frère. Son arme principale était son téléphone. Elle a créé un dossier sur son ordinateur portable qu'elle a nommé sobrement « La Chute ». Elle y a méticuleusement archivé des captures d'écran de chaque story Instagram arrogante de Bastien. On le voyait poser au volant d'une nouvelle Ferrari rouge achetée avec l'argent de l'entreprise. On le voyait trinquer avec des bouteilles de champagne à 1 000 € sur le yacht familial, rebaptisé Le Conquin. Il affichait sans vergogne sa nouvelle petite amie, une jeune influenceuse qui portait les bijoux de leur mère.
Chaque publication était une insulte à la mémoire de leur père et une preuve de plus pour le dossier d'Amélie. Elle a également fait des captures d'écran des commentaires de leurs anciens amis de famille qui le félicitaient pour son courage et sa vision, des commentaires qui la poignardaient au cœur mais renforçaient sa détermination. Jean-Pierre, de son côté, lui envoyait des informations cruciales via des messages cryptés sur WhatsApp. Il lui a appris que Bastien avait licencié plusieurs employés de longue date, les remplaçant par ses propres amis, incompétents mais loyaux. Plus important encore, il lui a envoyé des photos de documents qu'il avait réussi à récupérer dans le bureau de Bastien tard dans la nuit. Des factures pour des voyages de luxe à Saint-Barthélemy et des notes de restaurants exorbitantes, toutes payées par la carte de crédit de la société. Bastien ne se cachait même pas. Ivre de pouvoir, il était devenu imprudent, convaincu que personne n'oserait jamais le défier. Il ne se doutait pas que chaque reçu, chaque photo, chaque message était une pierre de plus qu'Amélie ajoutait au mur de sa future prison. Le point culminant de son arrogance a été l'annonce, faite en grande pompe dans la presse locale, d'un gala somptueux pour célébrer les 50 ans du domaine du bois. Ce serait l'événement de l'année, sa cérémonie de couronnement. Pour Amélie, c'est devenu une date butoir, la scène parfaite pour le dénouement. Mais il lui manquait une chose, une preuve irréfutable de son intention malveillante, une confession de sa propre bouche. Les documents prouvaient de la fraude, la vidéo prouvait la volonté de son père, mais elle voulait que le monde entende la cruauté de Bastien de sa propre voix. Alors, elle a élaboré un plan risqué. Rassemblant tout son courage, elle l'a appelé. Elle a activé l'application d'enregistrement sur son téléphone avant de composer le numéro. Quand il a décroché, sa voix était pleine d'impatience et de mépris. « Qu'est-ce que tu veux, Amélie? » Elle a pris la voix la plus brisée et la plus suppliante qu'elle pouvait. « Bastien, s'il te plaît, je n'ai plus rien. Je dors dans des hôtels miteux. Je n'ai pas mangé depuis hier. Je t'en supplie, juste un peu d'argent pour tenir... » Il y a eu un silence, puis un rire. Un rire cruel et sans joie. Tu commences enfin à comprendre ta place. Tu n'es rien sans moi, sans ce nom. C'est une leçon que tu devais apprendre. Poussant son avantage, elle a sangloté. « Mais pourquoi? Papa n'aurait jamais voulu ça. » C'est là qu'il a commis son erreur fatale. Papa, a-t-il craché avec venin. Le vieil homme était devenu sénile. Il t'aurait laissé tout détruire avec tes rêves idiots. Il était temps que quelqu'un de compétent prenne les rênes. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre héritage de toi. J'ai sauvé cette famille. Chaque mot était enregistré. Chaque syllabe était un clou de plus dans son cercueil. Après avoir raccroché, Amélie n'a pas pleuré. Elle a sauvegardé le fichier audio avec le reste de ses preuves. Elle avait maintenant tout. Le testament vidéo de son père, les preuves financières de la fraude, les témoignages de son style de vie extravagant, et maintenant une confession audio de sa propre bouche arrogante. Elle a regardé le dossier « La chute » sur l'écran de son ordinateur. Tout était là, parfaitement organisé. La date du gala approchait à grands pas. Bastien préparait sa célébration, ignorant tout du piège qui était sur le point de se refermer sur lui. Amélie a fermé son ordinateur portable avec un clic sec et déterminé. La période de deuil et de souffrance était terminée. La chasse était finie. Le moment de la vengeance approchait. Le compte à rebours avant le gala était lancé. Chaque jour qui passait voyait l'arrogance de Bastien atteindre de nouveaux sommets, tandis qu'Amélie, dans l'ombre, affinait les derniers détails de son plan. Elle avait trouvé un petit travail de serveuse dans un café du quartier de la Croix-Rousse, un travail épuisant et mal payé, mais qui lui permettait de survivre et, surtout, de rester invisible. Pour le monde, et surtout pour son frère, elle n'était plus qu'un fantôme, une note de bas de page dans l'histoire glorieuse qu'il était en train d'écrire. Il ne se doutait pas que ce fantôme était sur le point de revenir le hanter de la manière la plus spectaculaire qui soit. Le contraste entre leurs deux vies était devenu un gouffre. Pendant qu'elle comptait chaque euro pour payer sa chambre minuscule, Bastien faisait la une des magazines People locaux, posant devant le domaine avec sa petite amie, tous deux vêtus de marques de luxe. L'article le décrivait comme un visionnaire audacieux qui avait sauvé l'héritage familial. Amélie a lu l'article sur son téléphone pendant sa pause, le cœur serré de dégoût. Elle a fait une capture d'écran et l'a ajoutée à son dossier. C'était une pièce de plus au puzzle de son arrogance. Le coup de grâce, le moment de son humiliation la plus profonde est arrivé une semaine avant le gala. C'était une journée grise et pluvieuse. Âme plus profonde est arrivée une semaine avant le gala. C'était une journée grise et pluvieuse. Amélie terminait son service, fatiguée, les pieds endoloris, quand la porte du café s'est ouverte en grand.
Bastien est entré, non pas seul, mais accompagné de sa petite amie et de deux de ses amis, tous riant bruyamment, ignorant complètement les autres clients. Le cœur d'Amélie s'est arrêté. Elle a instinctivement baissé la tête, espérant qu'il ne la remarquerait pas. Mais le destin, ou peut-être la cruauté de son frère, en avait décidé autrement. Il s'est dirigé droit vers le comptoir, puis son regard a balayé la salle et s'est figé sur elle. Un sourire lent et méprisant s'est étalé sur son visage. « Tiens, tiens, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Regardez qui nous avons là. Ma petite sœur, la grande artiste, je vois que tu as enfin trouvé un travail à ta mesure. » L'humiliation était brûlante, comme de l'acide versé sur une plaie ouverte. Les clients se sont retournés pour la regarder. Ses collègues la fixaient, gênés. La petite amie de Bastien a ricané. « Oh, c'est elle !» a-t-elle dit avec une fausse pitié. « La pauvre petite chose !» Amélie est restée immobile, son plateau tremblant dans ses mains, le visage en feu. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol. Mais ensuite, elle a croisé le regard de son frère et elle a vu quelque chose qui a changé sa honte en une force glaciale. Elle a vu sa jouissance. Il se nourrissait de son humiliation. Et à cet instant, elle a compris qu'elle ne devait pas lui donner cette satisfaction. Elle a relevé le menton, a posé son plateau et a dit d'une voix étonnamment calme « Bonjour Bastien, que puis-je vous servir ?» Sa réaction l'a décontenancé. Il s'attendait à des larmes, à des supplications, pas à ce calme digne. Irrité, il a décidé de pousser la cruauté plus loin. Il a sorti un billet de 50 € de son portefeuille et l'a jeté sur le comptoir. « Un café, et garde la monnaie, » a-t-il dit avec un clin d'œil à ses amis. « Tu en as manifestement plus besoin que moi. » Puis, se penchant vers elle, il a murmuré pour qu'elle seule l'entende. « N'essaie même pas de venir au gala. Tu n'es pas la bienvenue. Tu ferais honte à la famille. » Ce qu'il ignorait, c'est que le petit téléphone d'Amélie, posé discrètement sur une étagère derrière le comptoir, était en mode enregistrement audio depuis le début de la confrontation. Chaque mot méprisant, chaque rire cruel était capturé. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve finale de sa nature monstrueuse. Alors qu'il tournait les talons et quittait le café, laissant derrière lui un silence pesant, Amélie n'a pas pleuré. À l'intérieur, elle était d'un calme olympien. Elle a récupéré son téléphone, a arrêté l'enregistrement et a envoyé le fichier directement sur son cloud sécurisé, aux côtés de la vidéo de son père et de toutes les autres preuves. Elle avait tout. L'humiliation publique n'avait pas été sa défaite. C'était la dernière erreur de son frère. Il venait de lui donner l'arme qui allait le détruire. Cette nuit-là, dans sa petite chambre, Amélie a finalisé son plan. Elle a contacté une vieille amie de l'université, Chloé, qui était devenue une journaliste d'investigation talentueuse pour un grand média en ligne. Elles se sont appelées en visioconférence. Amélie lui a tout raconté, lui envoyant les preuves une par une via un lien sécurisé. Chloé est restée silencieuse pendant un long moment, son visage sur l'écran passant de l'incrédulité à la fureur. Amélie, c'est monstrueux, a-t-elle finalement dit. Ce type est un sociopathe. Puis le professionnalisme a repris le dessus. D'accord, voici ce que nous allons faire. Le gala est retransmis en direct sur Internet, n'est-ce pas? Parfait. J'ai un contact dans la société de production qui s'occupe de l'événement. Il me doit un service. Le plan a pris forme, audacieux et implacable. Il ne s'agissait plus seulement de justice personnelle. Il s'agissait d'une exécution publique. Les derniers jours avant le gala ont été un tourbillon de préparation silencieuse. Jean-Pierre a confirmé que tout le gratin de la région serait présent. Banquiers, politiciens, journalistes. C'était la scène parfaite. Chloé a confirmé que son contact était en place, prêt à agir à son signal. Amélie, de son côté, a utilisé l'argent que Jean-Pierre lui avait donné non pas pour survivre, mais pour investir dans sa vengeance. Elle n'a pas acheté de la nourriture, mais une robe. Une robe simple, d'un noir profond, mais d'une coupe si élégante qu'elle ne pouvait passer inaperçue. Ce n'était pas une robe de victime, c'était une armure. La veille du grand soir, elle a reçu un dernier message de Bastien sur WhatsApp. C'était une photo de lui, souriant, un verre de champagne à la main, avec le message « Je trinque à mon succès et à ton échec. Adieu, petite sœur. » Amélie a regardé le message sans émotion. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement fait une capture d'écran et l'a ajoutée au dossier. C'était la touche finale. Elle s'est tenue devant le miroir de sa petite salle de bain, regardant son propre reflet. La femme qui la fixait n'était plus la jeune fille brisée qui avait été jetée à la rue.
C'était une femme qui avait traversé l'enfer et en était ressortie avec une volonté de fer. La peur avait disparu, remplacée par une certitude tranquille. Elle a pensé à son père, à sa dernière volonté. Elle a pensé à l'humiliation dans le café, au rire cruel de son frère. Elle a pensé à toutes les preuves accumulées, attendant leur heure dans le cloud. Tout était prêt. Bastien pensait que demain serait le jour de son triomphe, le moment où il serait couronné roi. Il ne savait pas qu'il avait lui-même construit la guillotine. Le masque allait enfin tomber et le monde entier serait là pour assister à sa chute. Le matin du gala s'est levé sur Lyon, baignant la ville d'une lumière dorée ironique, comme si le ciel lui-même se préparait à assister à un grand spectacle. Pour Bastien, c'était le soleil de son sacre. Pour Amélie, c'était l'aube de la justice. Elle ne s'est pas réveillée dans sa chambre d'hôtel miteuse, mais dans le petit appartement de son amie Chloé, transformé en quartier général de leur opération. L'air crépitait d'une tension mêlée d'excitation. Sur la table basse, entre des tasses de café à moitié vides, reposaient 2 ordinateurs portables. L'un affichait le flux vidéo en direct de la salle de bal du château de Gordes, où les techniciens effectuaient les derniers réglages. L'autre contenait le dossier « La chute », prêt à être déchaîné sur le monde. Chaque preuve était numérotée, chaque fichier audio et vidéo était sous-titré, chaque document financier était accompagné d'une explication simple et claire. C'était un réquisitoire implacable, préparé avec la précision d'un chirurgien. Amélie n'était plus seule. Chloé, avec l'énergie d'un prédateur sur le point de frapper, était au téléphone, coordonnant les derniers détails. « Oui, Marc, tu es sûr que tu as le contrôle total du prompteur et des écrans principaux? Parfait. À mon signal, tu bascules sur notre flux. Personne ne doit pouvoir l'arrêter. » Elle a raccroché et s'est tournée vers Amélie, un sourire féroce aux lèvres. Notre homme est en place. Il a juste à appuyer sur un bouton. Jean-Pierre, de son côté, était leur agent infiltré. Il envoyait des mises à jour discrètes par SMS. Le camion de champagne vient d'arriver. Bastien est en train de réprimander le traiteur parce que les canapés ne sont pas assez luxueux. Il est insupportable. Chaque message renforçait la certitude d'Amélie qu'elle faisait ce qu'il fallait. Son frère n'était pas seulement un voleur. Il était devenu un tyran, ivre d'un pouvoir qu'il n'avait jamais mérité. Pendant ce temps, dans sa suite luxueuse du domaine, Bastien savourait son triomphe. Il ne se préparait pas à une bataille, mais à une célébration. Il a passé une partie de la matinée à donner une interview exclusive à un blogueur influent se pavanant dans le bureau de son père, touchant les livres et les objets comme s'ils lui avaient toujours appartenu. L'entreprise était au bord du gouffre, a-t-il déclaré avec une fausse modestie. Mon père, vers la fin, était fatigué. Il a fallu prendre des décisions difficiles. Ma sœur, malheureusement, n'a pas compris la nécessité de ces sacrifices. Elle a choisi une voie plus personnelle. Il a fait une pause, son visage se composant en une expression de tristesse calculée. Je lui souhaite le meilleur, bien sûr. J'espère qu'un jour, elle trouvera la paix. Cette interview, filmée et diffusée en direct sur Instagram, était son dernier chef-d'œuvre de manipulation. Il ne savait pas qu'Amélie et Chloé la regardaient en temps réel, enregistrant chaque mot hypocrite. « Il est incroyable », a murmuré Chloé. « Il se construit sa propre statue. On va se faire un plaisir de la démolir. » L'arrogance de Bastien l'a poussé à commettre une dernière erreur, un dernier acte de cruauté qui scellerait son destin. Vers midi, il a envoyé un message au groupe WhatsApp de la famille, un groupe dont Amélie n'avait pas été retirée, probablement par oubli ou par pur sadisme, pour qu'elle puisse voir ce qu'elle avait perdu. Le message était une photo du Nouveau Testament, celui qu'il avait fait signer à leur père, posé sur le bureau à côté d'un verre de whisky. En dessous, il a écrit « Juste un rappel du jour où la raison a prévalu. Ce soir, nous honorons la véritable vision de papa. » Pour lui, c'était l'ultime provocation. Pour Amélie, c'était le dernier clou. Elle a fait une capture d'écran. Elle a ensuite transféré une copie de la vidéo de son père à un avocat spécialisé dans les successions, recommandé par Chloé. Maître Duval, un homme réputé pour son intégrité, l'a appelé 10 minutes plus tard, sa voix vibrante d'indignation. « Mademoiselle Dubois, ce que je viens de voir est non seulement une preuve de manipulation de personnes vulnérables, mais c'est aussi un testament vidéo parfaitement recevable par un tribunal. Avec les preuves financières que votre ami m'a transmises, le dossier de votre frère est indéfendable. Je serai présente au gala ce soir, à titre personnel, juste pour voir. » L'après-midi s'est écoulé dans un calme étrange. La tempête était prête, tous les acteurs étaient en place. Chloé avait préparé un article explosif, prêt à être publié sur le site de son journal à la seconde où la vidéo serait diffusée. L'article contenait toutes les preuves, tous les liens, toutes les captures d'écran.
Il ne s'agirait pas seulement d'un scandale passager, ce serait un lynchage médiatique en règle. Amélie, de son côté, a pris un moment pour elle. Elle a sorti de son sac une vieille photo écornée par le temps. C'était une photo d'elle et de son père dans les vignes, riant aux éclats, le soleil couchant derrière eux. Elle a tracé du doigt le visage souriant de son père. « J'espère que tu seras fier de moi, papa », a-t-elle murmuré. Ce n'était plus seulement une question d'héritage, c'était une question d'honneur. Il s'agissait de restaurer la vérité et de nettoyer le nom que son frère avait sali. À 18 heures, Jean-Pierre a envoyé un dernier message. « Les invités commencent à arriver. Il y a des caméras de télévision partout. C'est encore plus grand que ce que je pensais. Bastien est sur un nuage. » Amélie a regardé Chloé. « C'est l'heure. » Elles se sont levées. Amélie a enfilé sa robe noire. Dans le miroir, elle a vu une femme qu'elle ne reconnaissait qu'à moitié. La fragilité avait disparu, remplacée par une résolution d'acier. Chloé lui a tendu une petite oreillette discrète. « Je serai avec toi à chaque seconde. Je verrai ce que tu vois grâce à la caméra cachée dans ton collier. Quand tu seras en place, donne-moi le signal. Le mot est vérité. » Le plan était simple et dévastateur. Amélie n'allait pas faire d'esclandre en arrivant. Elle allait entrer discrètement, se placer près de la scène et attendre le moment où Bastien prendrait le micro pour son grand discours. C'est à cet instant précis, alors que toute l'attention serait tournée vers lui, qu'elle prononcerait le mot, et que le monde de son frère s'effondrerait en direct. En quittant l'appartement, Amélie a senti son cœur battre la chamade, non pas de peur, mais d'anticipation. Elle tenait dans sa main un simple téléphone, mais c'était une arme plus puissante que n'importe quelle autre. Il contenait la vérité. Dehors, la nuit tombait sur la ville. Les lumières du château de Gordes brillaient au loin comme un phare arrogant. Bastien pensait que c'était sa soirée, sa victoire. Il ne savait pas qu'il n'était que l'acteur principal d'une tragédie qu'il avait lui-même écrite. Dans quelques heures, le monde entier connaîtrait son vrai visage. Il était temps que le rideau se lève. Le taxi déposa Amélie devant l'entrée majestueuse du château de Gordes. Des flots d'invités en tenue de soirée montaient les marches, baignés par la lumière des projecteurs et le crépitement des flashs des photographes. C'était un monde de luxe et d'apparence, un monde dont on l'avait violemment exclu. Mais ce soir, elle n'était pas là pour quémander sa place. Elle était là pour le réduire en cendres. Prenant une profonde inspiration, elle sortit de la voiture. Sa simple robe noire contrastait avec les paillettes et les couleurs vives des autres invités, mais elle dégageait une aura de détermination tranquille qui fit de se tourner quelques têtes. Elle ignora les photographes et entra dans le château, son cœur battant un rythme régulier et puissant. Dans son oreillette, la voix de Chloé était un murmure rassurant. « Je te vois. Tu es parfaite. La salle de bal est au bout du couloir. » Il est sur scène, en train de saluer les gens. Personne ne t'a encore remarqué. Avance. Amélie traversa le hall de marbre, ses talons claquant doucement sur le sol poli. Elle entra dans la salle de bal, un espace immense, baigné d'une lumière dorée, où des centaines d'invités se pressaient, des coupes de champagne à la main. Au fond, sur une estrade décorée du logo du domaine du bois, se tenait Bastien. Il était resplendissant dans son smoking, souriant, serrant des mains, acceptant les félicitations. Il était le roi dans son palais, au sommet de son monde. Il ne la vit pas s'approcher. Amélie se glissa à travers la foule, trouvant une place discrète mais stratégique sur le côté de la salle, avec une vue parfaite sur la scène et les 3 écrans géants qui la surplombaient. Elle attendit. Chaque minute semblait durer 1 heure. Elle observait les visages des invités, des banquiers, des politiciens, des clients importants. Les mêmes personnes qui l'avaient ignorée, qui avaient cru aux mensonges de son frère. Bientôt, il connaîtrait de la vérité. Enfin, la musique s'adoucit et Bastien s'approcha du micro. Un silence respectueux se fit dans la salle. « Mes amis, chers partenaires, bienvenue », commença-t-il d'une voix pleine d'assurance. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer 50 ans d'histoire, 50 ans de passion pour la vigne. Un héritage que mon père, Philippe Dubois, m'a confié avec la lourde tâche de le faire prospérer. » Il marqua une pause, son regard balayant l'audience avec une fausse humilité. C'est à cet instant que son regard croisa celui d'Amélie. Une fraction de seconde de surprise traversa son visage, immédiatement remplacé par un éclair de fureur contenue. Il fronça les sourcils, un avertissement silencieux. Mais il était trop tard. Amélie porta sa main à son collier, un geste anodin pour les autres, et murmura un seul mot, si bas que personne ne l'entendit, sauf Chloé dans son oreillette. « Vérité. » L'effet fut instantané et cataclysmique.
Sur les 3 écrans géants derrière Bastien, son visage souriant fut brusquement remplacé par une image totalement différente. Le visage fatigué mais déterminé de Philippe Dubois, assis dans son bureau secret. Un murmure de confusion parcourut la salle. Bastien se retourna, le visage décomposé par l'incompréhension. Il fit un geste paniqué vers la régie technique, mais rien ne se passa. Le contact de Chloé avait pris le contrôle. Puis, la voix de son père, rauque et amplifiée par le système de sonorisation de la salle, emplit le silence. « Ma chérie, si tu regardes ceci, cela signifie que le pire est arrivé. Cela signifie que ton frère a choisi la cupidité plutôt que la famille. » Le choc fut total. Les invités restèrent figés, leurs verres de champagne suspendus en l'air. Le visage de Bastien passa du rouge de la colère au blanc de la terreur. Il tapa sur le micro, criant « Arrêtez ça! C'est un montage! Sécurité! » Mais sa voix était noyée par celle de son père, qui continuait son récit implacable, détaillant la manipulation, la contrainte, la signature forcée du faux testament. Quand la vidéo du testament de son père prit fin, un silence de mort s'abattit sur la salle. Personne n'osait bouger. Puis, avant que quiconque ne puisse réagir, les écrans changèrent à nouveau. Ils affichèrent la capture d'écran du message WhatsApp de Bastien, avec la photo du faux testament et sa légende arrogante. Juste un rappel du jour où la raison a prévalu. Un hoquet collectif secoua l'audience. Ce n'était plus une accusation, c'était une preuve. Les écrans changèrent encore, affichant les relevés bancaires, les transferts d'argent vers des comptes offshore, les factures des voitures de luxe et des voyages extravagants, le tout surligné en rouge, simple et compréhensible pour tous. Chaque diapositive était un coup de marteau sur le cercueil de la réputation de Bastien. Les murmures se transformèrent en une exclamation de dégoût. Les gens sortirent de leur téléphone, filmant les écrans, filmant le visage livide de Bastien. Le coup de grâce fut l'audio. La voix d'Amélie, suppliante et brisée, résonna dans la salle. « Bastien, s'il te plaît, je n'ai plus rien. » Putain, le rire cruel de Bastien, amplifié, glacial. Tu commences enfin à comprendre ta place. Tu n'es rien sans moi. Et enfin, sa confession venimeuse. Le vieil homme était devenu sénile. J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre héritage de toi. L'enregistrement s'acheva. Pendant 1 seconde, il n'y eut aucun son. Puis, une personne au fond de la salle se mit à applaudir. Lentement, puis une autre et une autre. En quelques instants, la salle entière éclata en une ovation tonitruante, non pas pour Bastien, mais pour la vérité, pour le courage de la jeune femme en robe noire qui se tenait silencieusement sur le côté. Les applaudissements étaient une vague qui submergea Bastien. Il regarda la foule, ses anciens amis, ses partenaires, qui le fixaient maintenant avec mépris et dégoût. Sa petite amie s'était discrètement éclipsée de la scène. Il était seul. C'est à ce moment qu'Amélie s'avança. La foule s'écarta pour la laisser passer, comme la mère s'ouvrant devant Moïse. Elle monta les quelques marches de l'estrade et se tint face à son frère. Il la regarda, les yeux fous de rage et de panique. « Comment as-tu osé ?» siffla-t-il. Amélie ne répondit pas. Elle prit simplement le micro qu'il avait laissé tomber. Sa voix, calme mais portant dans toute la salle, était dénuée de haine. Elle était juste pleine d'une force tranquille. « Ce soir, nous ne célébrons pas 50 ans d'histoire, a-t-elle dit. Nous rétablissons la vérité. L'héritage de mon père n'est pas fait de mensonges et de cupidité. C'est un héritage d'honnêteté, de travail et d'amour. Un héritage que je suis maintenant ici pour honorer. » Derrière elle, sur les écrans, apparut un dernier document, une copie de l'assignation en justice préparée par Maître Duval, réclamant la restitution de l'intégralité du patrimoine et portant plainte pour abus de faiblesse, faux et usage de faux et détournement de fonds. Le chaos éclata. Les journalistes présents dans la salle se précipitèrent vers la scène. Les flashs crépitaient. Des agences de sécurité, ne sachant plus à qui obéir, semblaient perdus. Bastien, voyant les avocats et ce qui ressemblait à des policiers en civil entrer dans la salle, tenta de s'enfuir par l'arrière de la scène, mais il fut intercepté. Sa chute fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été arrogante. Amélie, elle, resta sur scène un instant, regardant le monde de son frère s'effondrer. Elle ne ressentait pas de joie, pas de triomphe, juste un immense soulagement. La justice était rendue. Jean-Pierre s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Votre père serait si fier de vous, mademoiselle, » dit-il en lui prenant la main. À l'extérieur, l'histoire était déjà en train de devenir virale. Le hashtag #JusticePourAmélie était en tête des tendances sur Twitter.
L'article de Chloé était en ligne, partagé des milliers de fois. La vérité avait éclaté, illuminant la nuit de sa lumière aveuglante, et plus rien, jamais, ne serait comme avant. La nuit du gala ne fut pas la fin de l'histoire, mais le début d'un raz-de-marée judiciaire et médiatique qui a secoué bien au-delà des vignobles lyonnais. La chute de Bastien Dubois a été aussi spectaculaire que son arrogance avait été grande. Arrêté le soir même, il a été confronté à un dossier d'accusation si solide qu'aucune défense n'était possible. La vidéo de son père, reconnue comme testament authentique, a annulé le document frauduleux. Les preuves financières ont révélé des années de détournements de fonds, non seulement au détriment d'Amélie, mais aussi de l'État, via des montages fiscaux complexes. Le procès a été rapide et très médiatisé. Condamné pour abus de faiblesse, faux et usage de faux et fraude fiscale aggravée, Bastien a écopé d'une peine de prison ferme. Le domaine Dubois, lourdement endetté par ses extravagances, a été placé sous administration judiciaire avant d'être entièrement restitué à sa seule et unique héritière légitime, Amélie. Dépouillé de sa fortune, de son nom et de sa liberté, Bastien a tout perdu. Ses amis influents l'ont abandonné, sa petite amie a disparu de la circulation après avoir vendu son histoire à un magazine à scandale, et même la famille qui l'avait soutenu par lâcheté lui a tourné le dos, honteuse d'être associée à son nom. Pour Amélie, la victoire n'a pas eu le goût sucré de la vengeance, mais celui, plus profond et plus satisfaisant, de la justice et de la paix retrouvée. Les premiers mois ont été consacrés à reconstruire ce que son frère avait failli détruire. Avec l'aide de Jean-Pierre, qu'elle a immédiatement promu directeur général du domaine, elle a travaillé sans relâche. Elle a réembauché les anciens employés licenciés, remboursé les dettes et a lentement ramené l'entreprise à la vie. Mais elle ne l'a pas fait seule. L'histoire d'Amélie, devenue un symbole national de la lutte du pot de terre contre le pot de fer, a suscité une vague de soutien sans précédent. Des restaurateurs lui ont offert des contrats d'exclusivité, des sommeliers ont loué la qualité de ses vins, et le public, touché par son courage, a fait exploser les ventes en ligne. Le domaine Dubois n'était plus seulement une marque de vin, c'était une histoire de résilience. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le contraste est saisissant. Le domaine est plus prospère que jamais. Amélie, qui servait des cafés pour survivre, est devenue l'une des jeunes entrepreneuses les plus respectées de France. Elle n'a pas gardé le succès pour elle seule. Elle a créé la Fondation Philippe Dubois, une organisation qui offre une aide juridique et financière aux personnes âgées, victimes d'abus de confiance et de manipulation familiale. Elle donne des conférences dans les universités, non pas pour parler de viticulture, mais pour raconter son histoire et inspirer les autres à ne jamais abandonner face à l'injustice. Chloé, son amie journaliste, a remporté un prestigieux prix de journalisme pour son enquête, et leur histoire a fait l'objet d'un documentaire primé, dont les droits ont été achetés par Netflix pour une adaptation en série. Quant à Jean-Pierre, il profite d'une retraite paisible dans une petite maison qu'Amélie lui a offerte sur les terres du domaine, passant ses journées à s'occuper de ses rosiers et à regarder, avec une immense fierté, la jeune femme qui l'a toujours protégé diriger l'empire familial avec sagesse et compassion. L'histoire d'Amélie est devenue un rappel puissant que la vérité, même enterrée sous des couches de mensonges, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière. Elle nous enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré la peur. Et surtout, elle nous montre que la dignité et l'intégrité sont des richesses qu'aucun voleur ne peut jamais dérober. Le soleil se lève à nouveau sur les vignes du domaine Dubois, et chaque grappe de raisin semble porter en elle la promesse d'un avenir juste et lumineux, un avenir lavé des ombres du passé. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touchera droit